On va y aller évidemment avec, vous avez vu tout ce qui se passe, le gouvernement, le cornu, bon, qui a voilà, la même espérance de vie qu'un sachet de coke dans une soirée de Pierre Palmade. Tout part en cacahuète, mais ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, je vais essayer de vous démontrer, là c'est le professeur Milieu qui va vous parler. Je pense que tout ce qui se passe est la preuve d'une victoire définitive d'Emmanuel Macron. Jeu, 7 et match pour Jupiter. C'est ce que je vais essayer de développer devant vous aujourd'hui. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, donc, le petit résumé de cette séquence, accrochez-vous à vos slibards parce que on va évidemment couvrir les événements récents, là, des dernières heures au moment où je vous parle, et on va essayer de prendre du recul. Vous savez, j'aime beaucoup cet exercice-là. Quand les événements s'enchaînent à un rythme effréné, si on veut garder la tête hors de l'eau et voir l'horizon, rien de mieux que de relever la tête. On respire un bol d'air. Et après, on peut avancer. Et après, on peut avancer. On va essayer de faire tout ça. Je vais essayer de vous démontrer ma théorie. Je vous dis pas que c'est la meilleure. Je vous dis pas qu'elle est bonne. Je vous dis que j'essaie de poser quelque chose de concret, j'espère de cohérent, et surtout de créer des réflexions, de créer du débat par rapport à tout ce qui se passe, parce que je considère que si on reste enfermé dans la succession des événements, en fait, on va devenir fou à un moment donné, à essayer de chercher de la cohérence dans le temps court, ce qui est impossible parce que notre politique est devenue un véritable cirque. Donc, essayons de chercher de la cohérence dans le temps moyen, on va dire, assurément le temps long. C'est ce que je vais essayer de vous proposer dans cette analyse par rapport aux récents événements, la démission de Sébastien Lecornu, le gouvernement qui s'en va, Macron pour l'instant silencieux à ce stade, nous dit BFM TV au moment où je vous parle. Alors, j'insiste beaucoup sur cet élément. Cette vidéo est enregistrée, nous sommes le 6 octobre 2025, il est 16h57. Bah, je le dis, parce que autant dans 2 minutes, on apprend que Maïté est Premier ministre. Bon ben voilà, déjà en fait c'est pas possible parce qu'elle est décédée, donc peut-être Hélène Darroze, voilà, successeur direct, peut-être Hélène Darroze Première ministre, on sait pas. Ou peut-être un poêle à bois, ce qui fera pas une différence énorme avec Jean Castex. Donc on sait pas. C'est pour ça que je précise le moment où j'enregistre cette séquence, parce que tout peut aller très vite, et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la prétention en fait d'analyser les événements sur un temps court, parce que tout va tellement vite que je trouve qu'il est très compliqué en fait d'analyser un match si on ne regarde qu'une séquence de 20 secondes. Donc je vais essayer de prendre le maximum de recul pour tout ça. Alors, on va dans le vif du sujet parce que les événements récents, les événements immédiats, il faut quand même en parler pour avoir le contexte. Ensuite, on dézoomera et je tenterai de vous démontrer pourquoi je crois qu'Emmanuel Macron a définitivement gagné la partie de 2017 à aujourd'hui et que toutes les inquiétudes devraient se porter sur 2027 et non pas sur la potentielle démission ou destitution d'Emmanuel Macron. Donc, vous l'avez vu, pour remonter un tout petit peu le temps, parce que je te dis ça, c'est pas comme chanter Aznavour, là, c'est les moins de 20 heures ne pouvaient pas connaître. C'est ça, parce que lui, il dit les moins de 20 ans. Ben là, ça va tellement vite. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 heures ne peuvent pas connaître. Même 20 minutes, si tu le pousses un peu, Charlie, qu'on embrasse, évidemment. Là-haut, Charles Aznavour. Ah, 18 ans, voilà, pas dingue. Le nouveau gouvernement qui nous a été annoncé hier soir, on était tout feu tout flamme, on était super, Tirali Pimpon sur le Chihuahua, un coup en l'air, un coup en bas, hommage à Carlos là-haut également, décidément, ça en fait des génies. Le gouvernement qui nous avait été annoncé était celui-là. Alors, est-ce que c'est une partie de Cluedo qui a mal tourné? Est-ce que c'est un gouvernement foiré? Je sais pas. On avait du Elisabeth Borne, du Manuel Valls, du Gérald Darmanin, Éric Woerth, Bruno Le Maire aux armées. Voilà, on sait pas. On sait pas. Peut-être que c'est la nouvelle distribution des ch'tis à Mykonos. On sait pas. Peut-être, on sait pas. Ils nous ont dit que c'est un gouvernement. Peut-être que dès hier soir, ils savaient qu'ils se foutaient de notre gueule. C'est pas impossible aussi. Hein. Autant c'est le nouveau casting de Secret Story, tu sais, sur TF1. Et que en fait leur secret à tous c'est que ce sont des escrocs, mais eux ils le savent, donc on sait pas en fait. Ils nous ont dit c'est un gouvernement, moi je suis pas sûr. Je crois ce que je vois, hein, comme dirait Gilbert Montagnier, donc ils nous ont dit ça, voilà. Donc on avait sur le papier au départ une dizaine de ministres reconduits, des revenants, alors vraiment revenants presque d'outre-tombe, hein. Éric Woerth, ah ouais, voilà. Bah, la différence entre Éric Woerth et Gabriel Attal, c'est Woerth, quand il passe une soirée derrière les barreaux, il n'a pas besoin d'aller en prison, quoi.
Enfin, plutôt Attal d'ailleurs. On sait plus qui fait quoi. Hier, ils nous en ont annoncé 18. En sachant que ils étaient censés en annoncer d'autres, donc il y avait un suspense, il y avait un véritable suspense autour de ça. On avait par exemple Aurore Bergé, qui cumulait ministre délégué à l'égalité femmes-hommes, bon, et chargé des relations avec le Parlement. Alors Aurore Bergé qui se charge des relations, ça peut donner le script d'un nouveau livre de Bruno Le Maire. On avait un truc parfait. Franchement, je vais parler après de la démission de Lecornu. Je vais en parler, vous inquiétez pas. Mais laissez-moi un petit peu de temps pour couler une petite larme sur ce gouvernement qu'on aurait pu avoir. Nous, les humoristes, on n'est pas passé loin d'une mine d'or, d'un chef-d'œuvre. Ah, tu vois, je joue au Mans le 9 octobre, à Metz le 17, Strasbourg le 18, La Rochelle le 24. Avec un gouvernement comme ça, je faisais 8 heures de spectacle. C'était Robert Hossein au Stade de France parce que c'était parfait. Regarde, il y a même pas de texte à écrire. Regarde, Rachida Dati à la culture, terminé. Voilà. Il y a un seul truc qui est plus refait que la gueule de Rachida Dati, c'est sa déclaration d'impôt. Est-ce que vraiment on n'avait pas envie de l'avoir ce gouvernement? Je pose la question. Est-ce que la France n'est pas déçue en vérité? Voilà. Est-ce que c'est pas ça le problème? Parce que quitte à se taper les bronzés font du ski à l'Elysée, autant qu'on se marre. Et là, c'était du miel. Roland Lescure, regardez. Roland Lescure, c'est le demi-frère de Pierre Lescure, le journaliste de Canal. On était super, regarde. C'était lui. Enfin, qui est sur C'est à vous maintenant, pardon. C'est son demi-frère. T'as vu, on est passé à rien. Putain, on avait tout. On avait des scandales, on avait de l'entre-soi, on avait de la famille. On était équipés, regarde. Jean-Noël Barrot, il est toujours là, impeccable. Philippe Tabarot, ministre des Transports. On sait pas qui c'est, Philippe. Mais il était là, putain. Il aurait pu en faire partie. On a qui d'autre? Elisabeth Borne à l'éducation. Voilà. Putain, Elisabeth Borne, quoi. Ça y est. On était bien. Retailleau à l'intérieur, bon bah ça se maintient. Catherine Vautrin, regarde la tronche. Catherine Vautrin. On avait Doutefire, Madame Doutefire à la santé, putain. On était super. C'est du gâchis. Franchement, c'est du gâchis. Marina Ferrari au sport. Alors à mon avis, ils l'ont choisi parce qu'elle s'appelle Ferrari. C'est que vraiment, Lecornu, il a cette appétence pour la clarté des noms de famille. C'est-à-dire que pour Sébastien Lecornu, ton nom de famille indique ta fonction. Bon bah lui, t'as compris. Hein, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Marc Dutroux. Ton nom de famille indique le projet qui va suivre. Bon bah avec Marina Ferrari, ils se sont dit où est-ce qu'on la met? Elle est nulle. Et les autres ont dit bah oui mais comme les autres. Bon, Ferrari, sport. Voilà, terminé. C'est tout. D'ailleurs, Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle ne fout pas à l'écologie? C'était cohérent. Manuel Valls, ministre du Sirtaki pour avoir un poste. Manuel Valls. Tu l'avais. Ils se font chier pour rien. Et ça, c'est insupportable. Gérald Darmanin, à l'intérieur. Voilà. C'est clair. Il est où le Darmanin? Il est à l'intérieur. C'est écrit dessus. Pourquoi on se fait chier à changer les postes? Bon, ben, Marina Ferrari, non seulement elle a un nom de famille de bagnole, mais vous savez le plus drôle? Et là, vous allez rire. C'est la cousine de Laurence Ferrari. Oui, la présentatrice de la Téloche. Regarde, elle, voilà. Si, bah Ferrari, hein. Donc c'est le même nom de famille, hein, en vérité. Voilà. Alors rien à voir avec Jérémy Ferrari, en l'occurrence, et rien à voir également avec Maurice Dacia, qui est déjà, c'est pas la même marque de bagnole, et en plus, rien à voir. Mais, putain, on était bien. Même CNews, il y avait de l'entre-soi, il y avait la présentatrice CNews qui avait sa cousine. Putain. Excusez-moi de prendre un petit peu de temps, parce que moi je trouve que voilà, j'ai l'impression que tu vois, je suis humoriste, j'avais une mine d'or. C'est comme si tu dis à Cohn-Bendit, on avait prévu de construire une maternelle à côté de chez vous, on va pas le faire. Oh non, bah il est déçu le gars, hein, quand même. Non, je suis bon. Après faut avancer, on va pas faire 3 heures là-dessus. On avait Bruno Le Maire, putain, Bruno Le Maire. Il était tellement chaud. Alors là, j'ai de l'émotion. Là, je vais mouiller mes yeux parce que regardez. Attendez, là, voilà. Là, je pleure, putain. Il avait changé sa biographie de tuteur, le mec. Il était prêt, putain. Regarde, il avait changé, le gars. Tu peux vérifier au moment où je te parle. Peut-être que c'est toujours pareil. Et là, il a même pas changé, l'abruti.
Il était prêt, putain. Bruno Le Maire aux armées, je faisais l'Olympia avec ça. Je faisais une tournée avec ça. Putain. Bruno Le Maire, ministre des armées. Vous vous rendez pas compte du chef-d'œuvre que j'aurais proposé sur scène? Putain. Hein? Enfin un ministre qui assume de vouloir vider ses douilles. Putain, on l'avait, la vanne. Elle était faite. Vous avez vu comme on lui enlève le pain de la bouche ou n'importe quelle autre forme de baguette. Putain, il était prêt, Nono. Il était prêt. Il avait rangé sa bite dans sa poche. Il était prêt à y aller. Il avait enfilé son treillis. Il avait tout enfilé. Il était prêt, putain. On lui enlève. Regardez, putain. Mais vraiment, c'est le Schwarzenegger de Stocomanie. On avait tout. Écoutez ce qu'il déclarait il y a quelques années, Nono Le Maire, sur l'armée. C'est le sergent de mon service militaire à Montélimar quand j'avais une vingtaine d'années. Un jour où je me trouvais dans la cour de la caserne de Montélimar, sous la neige, en train de démonter mon FAMAS, il y a une petite pièce du FAMAS qui est partie très loin. Zoom! Avec le ressort. Et la petite pièce en métal qui valait une fortune, perdue dans la neige. Et là, le sergent s'est approché de moi, tout petit sergent, très trapu, les 2 pouces dans le ceinturon, s'est approché de moi, l'air furieux. Il a levé la tête, il a regardé, il m'a dit « Le maire, non seulement vous êtes grand, mais en plus, vous êtes con. » Putain, mais on a raté ça, putain. Je suis dégoûté. Je suis sincèrement dégoûté. Je vous jure, Bruno Le Maire aux armées. Mais après, on sera sérieux. Après, je vous ferai des grandes théories. Là, c'est une vidéo 100% juste milieu. On rigole, on réfléchit. Le 2 en 1. Mais putain, t'imagines Nono Le Maire discuter avec les émissaires russes sur la guerre? Oh putain. Oh là 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 là. Oh, putain, et pour Bruno Le Maire, autant c'est un adjectif, tu vois, il est tellement nul. On est passé à rien, putain. T'imagines? Franchement, on aurait dit à Bruno Le Maire dans son bureau, oui, Poutine nous envoie des chars dans la Marne. Putain, Le Maire, il aurait dit, Poutine, c'est pas possible, c'est un plat québécois. Putain, on aurait rigolé. Alors bon, évidemment, on se serait appelé Poutine-grade en 2h30, mais on aurait rigolé, bordel. Putain, avec Nono... Mais la France est sous le choc. Hein. La France est sous le choc. On a raté Bruno Le Maire. On aurait pu dilater la défense nationale. Regardez qui est monté au créneau pour le défendre. Et ça veut dire que c'est la France a mal. La France a mal, si j'ose dire. Bernard-Henri Lévy est venu défendre Bruno Le Maire. Je ne sais pas si c'est Bruno Retailleau ou un autre, mais par exemple, j'entendais là dans la voiture le procès d'intention qui est fait à Bruno Le Maire, par exemple. Oui. Donc, et j'entends dire, il est l'incarnation de ceci, l'incarnation de cela. En politique, déjà, il faut faire très, très attention, à part dans le suffrage universel, à l'incarnation. Les gens ne sont pas des incarnations. S'il y a une dérive budgétaire... Voilà, bon, c'est vrai que c'est super long. C'est super long. Écoutez, Bernard-Henri Lévy, je préfère encore mettre mon sgeg dans une prise électrique. Au moins, je peux finir comme Claude François. Voilà, au moins, il se passe quelque chose. Je suis au courant de quelque chose. Là, c'est terrible. Donc, Bernard-Henri Lévy est monté au créneau. Alors, je ne vais pas faire 8 heures sur Le Maire, juste pour vous exprimer quand même ma profonde tristesse. Voilà. Et dès qu'on parle de Le Maire, tout est profond. Je vous le dis tout de suite. Alors, évidemment, on remonte un petit peu le temps. Enfin, on avance, pour le coup. On avance, on recule. Je parle de Bruno, je suis perdu. Les amis, petite interruption dans votre programme, vous inquiétez pas, c'est toujours votre inspecteur pangolin ascendant, chien truffier, à poil doux, parce que le temps est humide en ce moment. J'en profite pour, voilà, vous dire les amis que les bêtises continuent avec le spectacle Zinzin. Je m'immisce au beau milieu de ma propre vidéo pour mettre un peu de bonheur et de légèreté dans tout ça. Les prochains rendez-vous qui arrivent, ça sera Le Mans, le jeudi 9 octobre 2025 à 21h à la Comédie Le Mans, Metz le 17 octobre, vendredi 17 octobre à 20h au Caméo Comedy Club, et Strasbourg, le grand rendez-vous qui arrive les amis, samedi 18 octobre à 20h30 à l'Iliade, donc c'est à Illkirch, juste à côté de Strasbourg, une grande salle de 490 places, ça va être une fête incroyable les amis pour le spectacle, j'ai hâte de vous retrouver là-bas, chers amis alsaciens, lien en description pour prendre vos places, ou sur Google vous pouvez taper spectacle juste milieu ou billetterie juste milieu, tout ça est bien fait, vous tombez dessus, vous prenez vos places, on se retrouve, et surtout on se marre et on se fout de leur gueule. Je vous embrasse et la vidéo continue. Le Cornu a
posé sa démission autour de 10h ce matin, donc le 6 octobre 2025. Il a malheureusement posé sa démission, entraînant avec lui ce sublime gouvernement dans sa chute. Alors, évidemment, sur le plan purement comptable, c'est ce qu'on appelle un jackpot dans le milieu du casino, parce que nos ministres qui l'ont été pendant 16 heures, comme le décret de nomination a été publié au journal officiel, sachez qu'ils vont toucher 3 mois de salaire chacun. Ah ouais, ah si. J'aurais mis le double. Sincèrement, j'aurais mis le double pour la forme comique de ce gouvernement. J'aurais mis le double. Bravo à eux, évidemment. Hein. Alors, le discours de sortie de Lecornu nous rassure sur quelque chose. C'est que c'est le bordel. Hein. On va s'en mettre un petit extrait quand même. Pour 3 raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour... Voilà, bon, ça, c'est insupportable. Évidemment, on dirait quand même un grillon qui a de l'atout. C'est vrai. Lecornu, alors, autre petit extrait quand même, il faut en parler un petit peu, qui a invité à l'humilité. L'humilité. Attends, excusez-moi. Oui. Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le ministre. Oui. Non, excusez-moi, monsieur le ministre. Non, c'est une erreur de compréhension. J'ai parlé d'humilité, voilà, pas d'humidité. Non, rien à voir avec votre dernier roman. Voilà, je vous embrasse. Vive la France. Vive la France. Ouais, on écoute monsieur Lecornu. Le ministre, pas le Chippendale. Je vous embrasse, voilà. Ce que je veux dire aux Français, c'est qu'au fond, et c'est un message véritablement d'espoir et d'optimisme, de caractère, je ne le suis pas toujours, mais il suffirait de peu pour que ça fonctionne. J'avais dit ici même, on va y arriver, et je veux le redire, dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. En étant plus désintéressé, pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu... C'est vrai qu'on dirait qu'il a dit humidité. Mais donc ça, c'était Sébastien Lecornu ce matin. Donc les macronistes qui te parlent d'humilité, on est... nickel, voilà, c'est nickel, c'est Sarkozy qui te parle de déontologie au Moyen-Orient, donc on était impeccable, la sortie de Lecornu nous rappelle un petit peu les tournées d'adieu d'Eddie Mitchell, les 8 tournées d'adieu successives d'Eddie Mitchell, c'est-à-dire des macronistes qui te disent non, là on arrête les conneries, on a merdé, l'humilité... Bon, en fait, dans 3 jours, il y a un autre macroniste mais qui aura toujours pas plus d'humilité, mais c'est pas grave. Donc, on est là-dessus. Alors, aujourd'hui, ça a été un véritable feuilleton, les amis. Ça a été vraiment les feux de l'amour de l'escroquerie politique. On a eu cette séquence incroyable, notamment relayée par BFM TV autour de midi. Macron qui marche seul dans la rue. Vous le reconnaissez ici de loin sur les quais parisiens et c'est une image de solitude qui illustre évidemment le moment qu'il est en train de traverser. Le président qui semblait prendre un téléphone, il y a beaucoup de consultations. Voilà, c'est terrible. Macron fait le trottoir, Macron marche seul dans cette séquence difficile. Évidemment, séquence qui brille par son authenticité, pour le coup, qui brille par son humilité et son refus total de l'instrumentalisation du règne des images. On peut dire merci à Jupiter, évidemment, qui détourne peut-être la réalité médiatique pour une fois que c'est pas lui qui se fait détourner. Alors, on a également eu dans ce véritable feuilleton, parce que les déclarations se sont succédées dans les médias, on a eu Bruno Retailleau qui a pris la parole, par exemple. Alors, Bruno Retailleau, à qui on reproche effectivement le fait que lui voulait d'autres gens de LR et qu'il était à l'intérieur, mais il n'était pas content. C'était sur TF1. Écoutez, pas trop longtemps, vous inquiétez pas. Vous, Ministre démissionnaire de l'Intérieur, président des Républicains, vous avez choisi le 13h pour votre première prise de parole dans cette crise. Pour beaucoup, c'est vous qui l'avez précipité. Voilà, en fait, c'est chiant. Non, voilà, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Je vais faire attention. Tout est du cinoche dans tout ça, évidemment. Donc, on va rentrer dans les éléments d'analyse, et ce que je vous ai pas dit au début, c'est qu'on va vraiment creuser toutes les questions qui se posent aujourd'hui, que ce soit l'article 16, la démission de Macron, la destitution, les présidentielles 2027. J'en viendrai à ma théorie sur le fait que pour Macron, c'est une victoire par chaos ferme et définitive. On va être un petit peu sérieux. Là, t'as vu, j'ai fait des blagues, t'as vu, je fronce le sourcil, comme ça, je fronce le front. Quand je parle Macron, je fais comme Macron, il fronce comme ça, il fronce. Voilà.
C'est important. Quand tu dis un truc intelligent, faut froncer le sourcil. Voilà. Les gens qui font ça, détestez-les. Détestez-les. Quand tu parles, tu fronces comme ça. Alors après, tout le monde ne peut pas faire ça. C'est vrai que Isabelle Adjani, elle est tellement tirée que si elle fait ça, il y a tout qui pète. À mon avis, elle se retrouve avec l'anus derrière le front, mais bon, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour parler chirurgie esthétique. Donc, ce gouvernement le cornu. Pour aller dans l'analyse, là on est sérieux, prenez des notes. Père Castor, raconte-nous une histoire. 25 jours d'attente pour nommer un gouvernement. C'est un record, il faut quand même le dire. C'est un record. Le cornu aura mis 25 jours à nommer un gouvernement qui a duré 16 heures. Donc vraiment, en termes politiques, c'est l'équivalent d'un date Tinder. Tu rames pendant 3 semaines, tu te fais jeter en 12 minutes. C'est vraiment, on est là-dessus. 16 heures pour un gouvernement. Est-ce un gouvernement? Est-ce une sieste qui a débordé? On ne sait plus véritablement, politiquement, quel objet est-ce? Quel objet fût-ce? Parce que c'est du passé. Donc, le cornu est le Premier ministre le plus éphémère de la 5e République. Il a une sorte voilà, c'est assez extraordinaire. Vraiment, rien ne l'a protégé, véritablement. C'est parti très très vite. Alors, pour aller dans les grands éléments d'analyse, ils annonçaient une rupture. On y est, vraiment rupture, même rupture d'anévrisme. Là vraiment on a tout eu. En termes de rupture, on a tout eu. On y est sur cette rupture avec une France officiellement ingouvernable. Une France où on le voit bien d'ailleurs dès les premières réactions, vous l'aurez noté, c'est-à-dire qu'on est sur un événement inédit dans la Ve République, un événement presque même inédit sur des pays qui ont des constitutions assez semblables à la nôtre. Et la première réaction des partis d'opposition, c'est de monter au créneau et de dire « Ouais, en fait, cohabitation. En fait, on veut un poste. En fait, faudrait peut-être faire ça. » Donc, on voit bien que la République se meurt, la Ve République se meurt de ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un aéropage d'arrivistes, un aéropage de représentants politiques qui pensent à leur survie politique, donc financière, bien plus qu'aux intérêts des citoyens. Alors, évidemment, là, on donne l'impression que j'enfonce une porte ouverte. Ce qui fait une première différence avec Bruno Le Maire, c'est que j'enfonce des portes. C'est déjà mieux. Mais c'est important de le rappeler, c'est que je trouve les réactions des partis d'opposition en disent long sur un problème qui est beaucoup plus systémique. On va tout de suite tordre le cou à une idée, et j'insiste là-dessus, tout ce que je vous dis est subjectif. Je ne vous dis pas que j'ai raison, mais j'essaie de proposer une analyse un petit peu différente sur ces événements. Voir ce qui se passe à la lumière du seul échec d'Emmanuel Macron, c'est évidemment un piège, me semble-t-il, parce qu'il suffit de regarder la réaction des autres partis d'opposition pour comprendre que Macron a été rendu possible par des gens qui sont complices, en vérité. Des gens qui sont complices dans tous les partis d'opposition, sans aucune exception. Et c'est là où commence ma théorisation de ce qui se passe, pour vous dire qu'Emmanuel Macron a gagné sur toute la ligne parce qu'il a réussi son pari de faire disparaître toute forme d'opposition dominante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre les partis de l'extrême gauche à l'extrême droite, je parle des partis anciens, c'est-à-dire des partis qui étaient là avant 2017. Cette différence est très importante, j'y viendrai dans quelques instants. Macron a gagné son pari de faire disparaître les partis d'opposition anciens. Ils n'ont plus de poids. Et comment il les a eus, comment il les a piégés, pour pas dire autre chose, c'est avec deux choses. Le fait de pousser les partis d'opposition à des accords entre eux pour avoir du poids face à la Macronie. On rappelle ce système de nature totalitaire qui a été imposé, enfin de nature autoritaire, qui a été imposé par un système médiatico-politique, comme dans toute démocratie bananière. L'arrivée de Macron en 2017, je ne vous refais pas le dessin. Vous avez eu une alliance entre le capital, les médias, le monde culturel et évidemment le monde politique pour faire naître cet ovni qu'était Emmanuel Macron. Donc là où nous en sommes aujourd'hui, c'est la résultante de tout un système. C'est pas Emmanuel Macron avec ses petits bras, vous l'aurez noté. Donc, ce qui me semble important, c'est de se rappeler le début de Macron et comment les partis d'opposition, dès le début, ont essayé de lutter contre cette campagne de propagande extraordinaire qui a abouti à la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, puis en 2022. Pour lutter, les partis d'opposition se sont rassemblés. D'où la NUPES, d'où le NFP, et de l'autre côté, vous voyez des personnalités qui poussent de plus en plus vers l'union des droites. C'est
des gens comme Marion Maréchal, c'est Éric Ciotti qui est passé des LR au Rassemblement national. Donc vous voyez que avec un Emmanuel Macron qui s'est posé au centre, ça a attiré les autres partis entre eux un peu comme des aimants inversés. C'est-à-dire que Macron les a repoussés et les a obligés à s'unir entre eux. Ce qui les affaiblit. Parce que cette union fait que... on dit souvent que l'union fait la force, là c'est l'union fait la farce. Regardez le résultat du NFP, ils sont jamais d'accord entre eux et ils arrivent à s'exclure entre eux. C'est-à-dire le NFP ne veut même plus avoir besoin de la France Insoumise. Donc vous avez vu le bordel que c'est, et in fine ça contribue à des partis d'opposition qui avaient bien plus de poids en étant isolés qu'en étant rassemblés. Ou en acceptant des ponts avec la Macronie. Ça c'est le cas des Républicains. C'est-à-dire, vous tendez la main à la Macronie. Le problème des macronistes, c'est qu'ils vous gardent la main, la montre et le bras de chemise. Donc, vous vous faites avoir. Même chose avec le Parti socialiste. De manière plus schématique, la Macronie s'est posée au centre. Elle a dévoré ce qu'il y avait autour d'elle. Regardez ce qui reste du PS, regardez ce qui reste des LR. Et elle a repoussé aux extrêmes les autres partis. Donc, vous avez fait une sorte de bloc qui s'est resserré, un petit peu comme dans un contenant avec de l'eau dedans. Si vous le pressez, l'eau va prendre la place qui reste. Donc, c'est pour ça qu'on a du NFP, c'est pour ça qu'on a des gens qui poussent à l'union des droites, c'est parce que ces partis ont moins de place pour autant de partis, donc ils sont obligés de fusionner entre eux. Donc ça, c'est finalement le contexte politique depuis quasiment l'arrivée d'Emmanuel Macron. Je rappelle certains éléments pour vous dire pourquoi, pour moi, Macron a définitivement gagné. Parce que aujourd'hui, la situation est que la France est évidemment ingouvernable, qu'évidemment c'est un chaos, qui normalement entraînerait la fin de la Ve République, hein, soyons clairs. Et pourtant, ça tient. Parce que ces partis d'opposition, je parle même pas à LRPS, hein, vous l'aurez compris, je parle de ceux qui ont été repoussés sur les bords, ces partis d'opposition jouent leur survie aujourd'hui. Des partis comme les écolos, comme la France Insoumise, même le RN, alors certes qui s'en sort plutôt bien en dernière législative, c'est 10 millions d'euros, mais même le RN, aujourd'hui ces partis-là jouent leur survie. Ils ont bien compris qu'ils n'avaient plus leur place dans l'échiquier politique et qu'ils ont beaucoup trop fait la danse du ventre avec la Macronie et qu'ils ne sont plus crédibles. Il y a encore moins d'une semaine, s'est joué à l'Assemblée nationale une élection interne pour redistribuer les postes, notamment de vice-président, de questeur de l'Assemblée. Alors, questeur, c'est celui qui compte le pognon. Autant vous dire que, voilà, c'est un poste important, parce qu'il y a moyen quand même de s'acheter une Porsche derrière. Bon, eh bien, on a eu une alliance, et je vous dis ça, c'était il y a moins d'une semaine. Hein. On a eu une alliance, je peux vous montrer des articles, entre le bloc central macroniste et le RN, simplement pour ces postes-là. Regardez par exemple cet article du Figaro. À l'Assemblée, la gauche perd presque tous les postes clés et accuse le socle commun d'alliance politique avec le RN. Ça, c'était il y a moins d'une semaine. L'article date de 3 jours. On peut penser aux législatives 2024, quand des candidats LFI, même NFP plus largement, s'étaient retirés au profit de candidats macronistes, comme Elisabeth Borne, la maman de la réforme des retraites par 49.3. Donc, ces accointances, au moment des élections, c'est pour ça que je rappelle l'importance de dézoomer sur les événements que nous traversons. Au moment où ces événements se produisent, quand on a la tête dans le guidon, on se dit « bah oui, c'est normal ». C'est normal qu'un candidat LFI se retire au profit d'un macroniste pour éviter que le RN gagne. Parce que Hitler, le fascisme et ma grand-mère a des varices, tu vois. Donc c'est normal, en fait. Sauf que quand tu dézoomes, c'est à ce moment-là, c'est dans le moment dans lequel nous sommes que ces alliances se payent. C'est quand tu dézoomes que les gens n'oublient pas et se rendent compte que, mais de toute façon, vous n'êtes pas un parti d'opposition. Vous avez dansé avec eux, vous vous êtes dragués. Il y a eu des formes de fusion, d'accord, donc vous n'êtes plus crédible. Et ces ententes créent autant de moyens de pression. Donc on le voit bien aujourd'hui. Regardez les réactions des partis d'opposition. Quel parti d'opposition est monté au créneau en parlant très ouvertement de destitution ? Alors, on y viendra dans quelques instants, la destitution, c'est quasiment impossible pour que ça passe, on y viendra. Mais qu'importe, t'appelais à des mobilisations pour dégager de Macron. Une mobilisation populaire. On voit bien que la France va vers le chaos. Donc, on peut appeler à une forme de révolte populaire pacifique, mais que les gens se lèvent. Et personne ne le fait. Personne ne le fait. Vous avez la gauche qui est déjà dans des tractations. Le RN, alors vraiment... plus timide, tu peux pas, hein, c'est vraiment un puceau dans une boum, le RN, c'est qu'ils font pas un mot plus haut que l'autre, c'est catastrophique.
Donc tout ça pour vous dire que, pour moi, Macron a gagné. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la matérialisation de la victoire d'Emmanuel Macron avec des partis d'opposition qui sont réduits à des rôles d'acteurs, véritablement des rôles d'acteurs. Pour autant, ça n'est pas l'absence de capacité d'action qui est à souligner. Les partis d'opposition ont une capacité d'action. Demain, s'ils s'entendent tous pour dire « la France est en train de mourir, on a plutôt intérêt à dégager le taré à l'Élysée », vous inquiétez pas, la motion de destitution va passer. Mais ils sont dans des jeux politiques, de postes, pour jouer leur survie, comme je vous disais tout à l'heure. Ce qui fait que, et ce qui est important à comprendre, c'est que nos partis d'opposition, s'ils ne font rien, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité d'action, c'est parce qu'ils n'en ont pas la volonté. Pour pouvoir continuer à croquer, pour pouvoir continuer à se maintenir, à prendre du pognon parce qu'ils savent que leur sort est inéluctable. C'est un peu comme le candidat à Koh-Lanta qui a compris qu'au prochain conseil, il se fait dégager. Bon, bah, il reprend du riz parce que de toute façon, il s'en fout. Il a compris que demain, il est chez lui dans le Montbéliard. Donc, il s'en fout, en fait. Il reprend du riz, ça ira très bien. Donc, tout ce que je vous dis, tout ça, les amis, je l'ai mis sur papier. Je l'ai mis sur papier dans mon dernier livre. Je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo à ce sujet-là. Je vous le dis une fois dans le contexte, comme ça vous avez compris. J'ai tout mis sur papier là-dessus et je suis plutôt content, alors dans une forme de biais de confirmation, c'est que ce bouquin, j'ai fini de l'écrire à 3 mois et ce que je vous dis là, je le dis dans le livre avec d'autres éléments pour pousser la réflexion évidemment. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. C'est aussi ça, le travail juste milieu. Continuons un petit peu. Parce que ce système pourri qui se maintient comme il peut, il y a quoi derrière ? Parce que c'est vrai que je peux comprendre les grognons qui vont me dire « Rémi, t'es bien mignon à faire ton constat qui fait peur, mais il se passe quoi derrière ?» Et c'est là où ma théorie déploie ses ailes. Alors attention, c'est un petit moineau. Je ne vous parle pas d'un goéland, ni de Gérard Larcher déguisé en abeille. Ce système pourri a déjà un successeur. Et ce successeur est déjà en place sous nos yeux. C'est-à-dire que pour moi, et là encore, c'est ma simple idée, je le redis, il n'y a pas de volonté de vous dire « j'ai raison, croyez-moi sur parole ». C'est ma simple idée que je vous propose pour créer des réflexions. Je pense que le système médiatico-politique a déjà prévu la suite. Ils ont déjà un coup d'avance. Rappelez-vous, quand Emmanuel Macron arrive sur la scène politique, c'est un mec qui est nommé ministre de l'économie en 2016, il a déjà été secrétaire de l'Élysée, il a déjà été dans une commission avec des gens comme Attali sous Sarkozy en 2008. Donc ces coups-là, ça se prépare à l'avance. C'est pas comme un billard où tu fais un coup à 3 bandes parce que tu as l'idée sur le moment. Fabriquer des candidats politiques, on fait pas ça en une demi-heure. Donc on a toute une duplication du système qui est prête. Mais elle est prête depuis 10 ans. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est-à-dire que je pense, et j'en suis même assez persuadé, que les partis traditionnels vont disparaître. Les électeurs n'y croient plus. Les médias vont vite retourner Kazakh pour les critiquer, pour dire « ouais, c'est tous des nuls, le PS, les LR, les machins, les bidules ». Et de toute façon, ils ne peuvent pas faire autre chose que disparaître. Il y a trop d'accords, il y a trop d'accointances avec la Macronie. Si Macron tombe, ils vont tous tomber. Parce que quand vous avez touché la main d'un pourri, vous risquez de pourrir. Quand vous avez été mordu par un zombie, il y en a très très peu qui s'en sortent bien et qui restent frais derrière. Donc, pour moi, les partis traditionnels vont disparaître. Le PS, c'est quand même bien entamé. Les LR, bon, bah, de toute façon, il n'y a même pas besoin de les y aider, ils disparaissent tout seuls. Les écolos, il va rester une petite coquille de néo-féministes un peu hystériques qui luttent contre la côte de bœuf parce que c'est le sujet numéro 1. Les communistes, bon, il va les rester pour l'ambiance, tu vois, c'est un peu comme Pluto à Disney, tout le monde s'en branle, mais t'es content d'avoir un autographe. Donc il va rester ces partis un peu anciens, mais coquilles vides. Les gros vont disparaître. PS, LR, LFI va éclater. Alors je vous dis ça, on dirait pas Coraban, je suis pas devin, hein, je vous explique ce que j'imagine. LFI va exploser à cause des dissensions internes, ça commence déjà, hein, la constitution d'un groupe parallèle avec des gens comme Ruffin, Garrido, Corbière et compagnie, qu'on embrasse d'ailleurs, qui sont très silencieux depuis l'affaire Gérard Miller, mais ça c'est petite parenthèse cadeau. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, je pense sincèrement que le système a déjà dupliqué un nouveau système avec des gens que vous connaissez déjà bien, Glucksmann, Knafo, Ruffin, Ouamran, et j'en passe. Ces gens-là sont déjà en place. Et il va y avoir un grand remplacement politique, je pense qu'il va y avoir. Je ne veux pas être trop péremptoire non plus, parce que pas faire le malin, autant c'est pas du tout ça, donc je vous développe ma théorie, vous en ferez ce que vous voulez. Je pense qu'il va y avoir un grand remplacement de la vie politique française, avec un seul objectif, auprès des citoyens, quel que soit leur bord politique, créer l'illusion du changement.
On va avoir l'extrême droite RN qui va se faire dégager parce que la marque Le Pen ne marche plus. Bardella, bon, il est sympa, mais on a compris que c'était Ken avec des lunettes. Donc le RN, malheureusement, est en train de perdre toute sa vitalité, toute sa sève. Ils tentent le coup de la dernière chance en allant se soumettre au discours sioniste parce qu'ils ont bien compris que ça pouvait aider. Et ça marche pas, enfin en tout cas ça pouvait aider dans leur processus de dédiabolisation. On a vu Bardella qui s'est rendu en Israël dans des séquences assez ridicules, un prisme géopolitique qui a complètement changé du côté du Rassemblement national. Ils ont l'air ringards, en vérité il n'y a pas d'autre terme. Le RN devient les Républicains d'hier, c'est-à-dire que le RN devient ringard, à côté de gens comme De Villiers, de gens comme Knafo et Zemmour, de Reconquête. Quand je parle d'un grand remplacement politique, ça passe par là. C'est aussi une question d'image. Bardella, il peut se faire chier à manger des haribots sur TikTok. Knafo, elle lui met une volée. En termes de discours, en termes de présence dans les médias. Ils ont l'air ringards, en vérité. Ils sont en train d'être ringardisés par Reconquête. Donc, le côté extrême droite, pour moi, il va y avoir un grand remplacement RN par Reconquête. Côté gauche, je vous l'ai dit, avec l'explosion programmée de la France Insoumise, qui a déjà plutôt bien commencé en vérité, vous allez avoir une ligne extrême gauche qui, pour moi, devrait être incarnée par des personnages, je vous le disais, comme Ruffin, Corbière, Garrido, ces gens-là qui se construisent petit à petit dans l'ombre et qui, à un moment donné, vont sortir le bout de leur nez. On l'avait vu sur Libération il y a 2-3 mois, Ruffin qui ouvertement s'annonçait en campagne pour 2027. Je vais vous retrouver l'article, regardez. François Ruffin, pour 2027, il nous faut une primaire et je la remporterai. Vous voyez ? Ça, c'était le 20 mai 2025. Donc, ce que je vous dis s'appuie sur des sources, évidemment. Vous connaissez le travail juste milieu, je ne vous dis pas ça à la volée. Après, il y a des pronostics qui s'appuient sur des sources, mais ça reste des pronostics. Donc, pour moi, la France Insoumise va imploser et être remplacée par une structure issue de la cuisse de Jupiter, si j'ose dire, qui sera une structure liée à la France Insoumise, mais ils vont dégager les éléments trop gênants pour le système médiatico-politique. Donc, au revoir Rima Hassan, au revoir Mélenchon, au revoir Chikirou, et on va se retrouver avec une France Insoumise light, si tu veux. Environ. Grosso merdo, ça va être ça. Donc, je vous l'ai dit, on récapitule. RN remplacé par Reconquête, LFI remplacé par la future structure Ruffin. Côté gauche, c'est déjà en place. Glucksmann va avaler le PS. C'est déjà en place. Ils le choisissent aux européennes pour les représenter. Donc c'est déjà le directeur de l'établissement, si tu veux. Hein. Bon, quand il est prof d'histoire géo, tout le monde croit qu'il est que prof d'histoire géo. En vérité, c'est le directeur de l'établissement. Donc pour la gauche, c'est réglé. Pour les républicains, on essaie de faire vivoter la légende d'un Wauquiez, d'un Xavier Bertrand, d'un Retailleau. On nous parle de ces gens-là pour 2027. Donc si tu veux, tu vois, c'est comme les vieux dessins animés. C'est comme Bonne Nuit les Petits. Ça a un certain charme. Tu sais, quand je vois Xavier Bertrand à la téloche, il y a un côté nounours. Pom, 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 pom. Tu vois, c'est sympa. Mais envoie-moi Oggy et les cafards. Je veux que ça bouge. Je veux que ce soit nouveau, tu vois. Il faut qu'il y ait du dynamisme. Donc, les LR, c'est un vieux dessin animé. T'es attaché par nostalgie. Ça, c'est surtout Larcher. Quand tu vois Larcher, c'est pom 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 pom. T'imagines le bordel avec Nicolas et Pimprenel. Ils s'appelaient les deux gosses. T'as Larcher qui déboule. Vous avez pas 40 000 balles, c'est pour mon fiac. Non. Sérieux, t'as vu, je suis dans l'analyse, j'ai débordé. C'est pas bien. Hein. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les LR, en vérité, il y a une forme de nostalgie qui s'est installée, mais tout le monde sait qu'ils sont flingués. Valérie Pécresse, qui fait même pas 5% aux dernières élections, faut pas l'oublier non plus. Donc les LR, c'est réglé. Ils ont été trop avalés aussi par la Macronie. Donc, qu'est-ce qui nous reste ? Et encore, les LR, ils trouveront peut-être quelqu'un, tu sais, comme un David Lisnard, par exemple. On nous en parle beaucoup, le maire de Cannes. On nous en parle beaucoup. Hein, un maire de Cannes qui évolue politiquement à l'aveugle, il fallait le faire. Donc, on voit que ce grand remplacement est déjà là, en vérité. On a déjà des figures qui ont été installées par le système médiatico-politique pour assurer la suite. À droite, suis-je bête, c'est Louis Sarkozy. C'est fort probable, plus que David Lisnard. Louis Sarkozy, c'est l'autoroute. Déjà, le nom de famille. Putain, tu veux percer dans les affaires financières, tu t'appelles Madoff, on te déroule le tapis rouge au Crédit Postal. Donc, tout ce que je vous dis là, je pense sérieusement que ça a du sens parce que notre système médiatico-politique se ferait pas chier à fabriquer des personnages comme ça de longue date. Pour certains, Glucksmann, ça fait 10 ans que les Américains le financent, que la CIA le côtoie, ces histoires en Géorgie.
c'est quand même pas rien. CNAFO, c'est pareil. On a une énarque qui a été coachée, je sais que ça ne plaît pas aux pro-reconquêtes, mais qui a été coachée fut un temps par Jacques Attali. Et d'autres, et bien d'autres, parce qu'elle n'a pas fréquenté que ces gens-là. Quand vous passez du lit de Louis Sarkozy à Éric Zemmour, soit vous n'êtes pas regardante, soit il y a des intérêts politiques. Je dis ça pas parce que c'est une femme, ça marche aussi pour les hommes, qu'on soit bien d'accord. En témoigne Gabriel Attal. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je crois sincèrement qu'on a en fait un jeu de miroir qui est en train de se mettre en place entre le monde politique qui disparaît et le monde qui se met en place. Vous pouvez prendre tous les côtés politiques, vous allez trouver un double déformant d'un nouveau parti, d'un nouveau personnage qui est là pour ringardiser les autres. Et Louis Sarkozy, ça va être pareil. On a beau se foutre de sa gueule avec ses tatouages, il fait de la moto, je sais pas quoi. Vous mettez Louis Sarkozy à côté de Laurent Wauquiez, foutu pour foutu, on va prendre le crétin issu de Germain. Donc je pense qu'il y a ce double déformant qui entoure aujourd'hui toute notre scène politique. Donc pour avancer un petit peu, et tout ça les amis, je vous le redis, je suis très fier de vous parler de ce livre parce que tout ce que je vous dis là, j'ai essayé de la coucher en fait, cette théorie, cette analyse dans ce livre. C'est pour ça que je le répète bien volontiers, parce que c'est ce que j'ai mis en avant dans ce bouquin-là. J'ai fait une seule vidéo à ce sujet-là, à la sortie du livre, je vous en ai pas trop reparlé, mais c'est un bouquin qui me tient à cœur parce que je fais ce pari justement d'essayer d'avoir un coup d'avance sur 2027 par rapport à ce que je vous dis. Et je pense que les récents événements valident un petit peu tout ça. Donc si vous voulez découvrir cette analyse plus en détail et soutenir Juste Milieu, c'est aussi par là que tient notre indépendance, n'hésitez pas à commander votre exemplaire en numérique ou papier. Donc on continue. On continue sur... Là, je vous ai donné un peu la vision par rapport à 2027. Revenons à nos moutons. Revenons aux électeurs français sur des sujets peut-être plus immédiats qui se posent avec la démission de Lecornu. On va aller sur la potentielle démission de Macron, ces histoires d'article 16. On va essayer de tout décortiquer. Je voulais commencer avec une analyse plus large par rapport à 2027 et revenir en entonnoir sur des sujets beaucoup plus immédiats et des questions qui peuvent se poser. La première, et qui est un peu passée à l'ombre, on va dire depuis ce matin, parce qu'en vérité tout ce que je vous dis ça date de ce matin, le budget. Parce que, hasard Balthazar, le budget devait être déposé par le gouvernement demain, à savoir le 7 octobre. Regardez, c'est le Figaro qui nous le dit. Le budget 2026 a-t-il encore une chance d'être adopté dans les temps? Donc, c'est une question qui semble un petit peu secondaire, parce qu'on est tous excités à l'idée d'avoir raté Bruno Le Maire ministre, et moi le premier, ça me fout comme dirait Bernard Laporte, l'entraîneur rugby, ça me fout le cul en larmes. Il faut quand même rappeler que cette question de budget elle est très importante, parce que si il n'y a pas de budget déposé d'ici 70 jours, l'article 47 de la Constitution fait que le budget pourrait être pris par ordonnance. Et alors là, tous ceux qui ont râlé sur les mesures que la Macronie voulait mettre en place et que les autres ne voulaient pas, là, ça va être roulé jeunesse. Ça, vraiment, le gouvernement pourra tout faire. Donc 70 jours, c'est pas beaucoup. Lecornu, je vous le disais tout à l'heure, il n'a pas eu de gouvernement pendant 25 jours. Donc 70 jours, ça peut sembler beaucoup, c'est un peu plus de 2 mois, mais pas tant que ça. Parce que si on va vers une dissolution, si on va vers un gouvernement qui se fait censurer, 70 jours, c'est rien. 70 jours, c'est rien. Donc dites-vous qu'il est possible, on est encore dans l'hypothèse, il est possible que sur une question purement budgétaire, pour éviter une mise sous tutelle de la France, par exemple, du côté FMI, il est possible que cette démission vienne à point nommé parce qu'elle entraîne l'instabilité nécessaire qui fera que 70 jours vont passer et le budget pourrait être passé, un budget purement macroniste, par ordonnance. Donc c'est-à-dire le président ordonne et merci, au revoir pour les débats au Parlement. Donc c'est une possibilité. Ce sujet du budget, je crois qu'il est quand même important. Alors, pour parler de l'article 16, vous êtes beaucoup en parler dans le chat, sur la question du budget. On y viendra après un petit peu plus tard. Sur la question du budget, rappelons que, je bossais un petit peu tout ça cet après-midi pour répondre à ces questions-là, l'activation de l'article 16, la potentielle activation de l'article 16 par Emmanuel Macron ne permet pas de modifier la Constitution. En l'état, j'y viendrai dans quelques instants, c'est pas si sûr. Normalement, ça ne permet pas cela. Et ça ne permet pas de remplacer le processus législatif normal. Donc, normalement, j'insiste beaucoup sur ce mot, normalement, l'activation de l'article 16 n'a pas de conséquences sur le budget. Parce que
sur le budget, l'article 16 est une mesure forcément temporaire et il y a une validation a posteriori par le Parlement ou le Conseil constitutionnel, piloté par Richard Ferrand, on y viendra, après 30 jours puis 60 jours. Donc, il y a quand même des ressorts parlementaires qui font que le lien article 16 budget n'est pas évident. Et je pense que Macron va pas se faire chier à passer officiellement pour un dictateur, je dis bien officiellement, parce que 70 jours, ça va très vite. Tu peux nommer, je sais pas, il pourrait faire n'importe quoi à nommer Mélenchon, Premier ministre. Comme ça, toute la droite et l'extrême droite montent au créneau. Il est censuré et roulé jeunesse pendant 70 jours. Comme je vous l'ai dit, ça va très très vite, 70 jours. C'est rien. C'est véritablement rien. Donc, ça, c'est pour la question du budget, qui semble peut-être secondaire, mais pas vraiment, parce qu'on parle d'un budget qui est un budget d'austérité très lourde, et que le gouvernement n'aurait pas pu passer par d'autres moyens. Donc c'est pour ça que je voulais commencer aussi avec cette question, parce que je crois qu'elle est très importante, vraiment très importante. Ensuite, pour revenir un petit peu à 2027, et notamment ce que Macron peut faire d'ici là, sur ces questions d'article 16, sur ces questions de démission, de motion de destitution. Je voulais faire le point avec vous sur plein d'éléments parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont dites, qui ne sont pas forcément très claires, qui ne l'étaient pas forcément pour moi. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas jouer au constitutionnaliste que je ne suis pas. Pour moi, Code civil, tu vois, c'est le fils de François Civil. Vraiment, en droit, je suis une bite. Voilà, vraiment, je vous le dis très honnêtement. Donc, j'ai bossé cet après-midi. Je vous raconte mes devoirs. Surtout, vérifiez aussi par vous-même. C'est très important. Hein. Ne me croyez pas sur parole. Cherchez aussi par vous-même pour avoir des informations. Donc, je vous dis un peu le résultat de mon travail par rapport à tout ça concernant la suite des aventures pour Emmanuel Macron. Donc, il y a 3 possibilités. Pour moi, il y a trois scénarios probables par rapport à ce que peut faire Emmanuel Macron, ce qu'on peut faire contre lui. La première solution, et celle que j'appelle de mes vœux, pour être tout à fait transparent avec vous, même si ça laisse peu de doute, j'imagine, c'est évidemment la motion de destitution. La motion de destitution, plus que la démission, j'y viens dans quelques minutes, parce que motion de destitution, l'opposition se sort les doigts. Ça y est, ils assument leur rôle d'opposants, ils assument qu'Emmanuel Macron est en train de mener la France dans le mur. Tous ces gens qui répètent à longueur de journée qu'ils ont la France chevillée au cœur, c'est le moment d'assumer le bousin et de partir vers la destitution. Voilà, je bois un coup d'eau parce que je ne crois pas absolument à ce que je dis. Donc, pour rappel, sur le plan purement constitutionnel, la motion de destitution doit être proposée par au moins 1/10 des membres de l'une des 2 chambres. Donc les chambres, c'est pas évidemment sur le plan de l'hôtellerie, c'est l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc 1/10 des membres, donc tu as 530, 570 bonhommes à l'Assemblée et un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié du côté du Sénat. Donc ça fait quelque chose comme 58 députés ou 35 sénateurs. C'est pas énorme. C'est pas énorme pour proposer la motion de destitution. Deuxième étape. La motion doit être adoptée par chaque chambre, Assemblée nationale et Sénat, à la majorité des 2/3. Donc déjà, majorité des 2/3, c'est même pas le nombre qui sont présents chaque jour. Non, c'est majorité des 2/3 des gens présents. Donc ça peut être 8, en fait. S'ils en ont tellement rien à foutre, ça peut être 8. Donc c'est quand même déjà une donnée qui est importante. 2/3, enfin la majorité des 2/3, ça commence à représenter du monde. Donc si vous prenez en compte les macronistes, les soumis au macronisme, c'est difficile pour faire passer la chose. Troisième étape, les 2 chambres se réunissent ensuite en haute cour qui statuent à la majorité des 2/3 sur la destitution par scrutin secret. Donc là, ça devient de l'homéopathie. C'est-à-dire, tu dilues, attends, j'en fais tomber mon stylo. Ça devient de l'homéopathie, tu dilues 1 million de fois une substance dans de l'eau, t'as de la chance que ça marche. Je fais une vanne, les pro-homéopathie me tombez pas dessus. J'aime bien, y a pas de problème, je vous connais, vous êtes un peu énervé. Prenez du oscillo, coscillum, je sais pas quoi. Puis c'est pas le sujet en vérité. Bon. 4e étape, la décision doit être prise dans un délai d'1 mois après le vote des chambres. Des événements fortuits peuvent faire que ça, par exemple, ça n'arrive pas non plus. Donc, le parcours est quand même un peu coquin. Le parcours est quand même un petit peu coquin pour la motion de destitution. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'appelais véritablement à une
j'exprimais mes regrets sur le fait que les partis dits d'opposition n'appellent pas à une révolte populaire pacifique, à une mobilisation pour faire dégager ce pouvoir. Et que c'est le rôle aussi des partis d'opposition que d'appeler leurs membres à dire à un moment donné, ça suffit. Et on n'a pas d'autre choix pour s'en sortir que celle-là. Pas d'autre choix pour s'en sortir que celle-là. C'est bien beau de regarder ce qui se passe au Népal en disant « Mon Dieu, ils prennent leur destin en main », nos partis d'opposition pourraient appeler le peuple à faire de même, dans une forme d'unité. Parce qu'ils sont tous d'accord pour dire que Macron est en train de tuer la France, mais par contre, il n'y a pas d'unité pour lutter contre la menace. Donc soit ce sont des menteurs, soit ces gens-là s'en foutent. Il n'y a pas tant urgence que ça. Bon, là encore, j'enfonce une porte ouverte. Deuxième possibilité, par rapport à 2027, et pourquoi je la mets en deuxième place, c'est que ça me semble être le piège ultime, l'un des pièges ultimes d'Emmanuel Macron, la démission. On entend beaucoup ça, hashtag Macron démission. On entend beaucoup ce hashtag. La démission de Macron me fait à moitié peur. Alors autant je l'appelle de mes voeux, ce serait une excellente nouvelle. Autant ça me fait à moitié peur parce que si Macron démissionne, il peut revenir en 2027. Et nous refaire le coup d'une élection légitime, légale, sans aucun problème, tout va bien, tout ça. Parce que c'est assez clair, c'est que oui, la Constitution française, la Constitution de la Ve République précise bien qu'un président de la République ne peut pas se représenter après 2 mandats consécutifs. Vous avez plein d'articles qui sont sortis sur le sujet. Par exemple, Check News, moi je prends les fact-checkers, c'est la vérité. Emmanuel Macron pourrait-il se représenter en 2027 en cas d'arrivée du RN à Matignon et de démission à l'Élysée? C'est un peu la question qui se pose à chaque fois. Alors, à chaque fois, on a des constitutionnalistes qui arrivent, qui disent non, c'est pas possible et tout, mais à chaque fois, on en a qui nous disent tout est affaire d'interprétation. Et par exemple, on a Jean-Jacques Urvoas dans un billet pour le Club des juristes qui nous dit il appartiendra donc au Conseil constitutionnel, le cas échéant, de trancher d'une part en autorisant ou pas l'enregistrement de la candidature d'Emmanuel Macron et d'autre part en jugeant les recours qui ne manqueraient pas d'être déposés contre la liste des candidats à l'élection présidentielle. Donc, c'est tout le temps la même réponse que les médias font par rapport à cette question d'un Macron candidat en 2027, c'est qu'ils nous disent « ce n'est pas possible, mais cela détournerait l'esprit de la Constitution ». Ils ne te disent pas que c'est interdit, parce qu'au fond, notre Constitution ne prévoit pas ce cas de figure. Donc c'est pas écrit noir sur blanc. Et derrière, qui doit trancher? Le Conseil constitutionnel, présidé de fraîche date par Richard Ferrand, nommé par Emmanuel Macron, l'un des plus grands suppôts du macronisme depuis le début. Donc, je veux bien croire que la candidature d'Emmanuel Macron en 2027, en cas de démission, ne soit pas constitutionnelle, mais elle n'est pas interdite. Et donc, à partir de là, quand Macron a nommé l'un de ses chevaux à la tête du Conseil constitutionnel, peut-être que, et là on est dans l'hypothèse et je l'assume bien volontiers, peut-être que ça n'est pas seulement pour faire plaisir à Richard Ferrand et qui palpe un peu plus de pognon. Donc, la démission d'Emmanuel Macron, attention, parce que Macron est encore capable de nous faire le coup de « dans la tempête, je suis le seul à être encore sage et digne, je me retire pour sauver la France », et il est capable de revenir en campagne d'ici 1 an, avec tous les médias qui lui déroulent le tapis rouge comme ils l'ont fait, en disant « mais attendez, quand même, merde, quand même, Macron, plutôt que les communistes, les nazis, les nuages de cricket, Candy Crush, enfin vraiment toutes les menaces pour la jeunesse, ils sont encore capables de faire ça. Et c'est encore capable de passer. Regardez un Barack Obama aux États-Unis. Malgré son bilan catastrophique, y compris pour la communauté nord-américaine, vous avez l'hypothèse Barack Obama qui est ressortie pour succéder à Joe Biden. Enfin, pour candidater, en tout cas, avant même Kamala Harris. Donc, ce serait pas une originalité. Ce serait vraiment pas une originalité. Et on a vu que notre système médiatico-politique était capable de dérouler une propagande hors du commun. Donc, si je vous dis ça, c'est pas pour jouer à se faire peur. Comme dit, mon objectif, c'est de prendre du recul et de voir ce qu'il y a après. On parle beaucoup de 2027, on parle beaucoup de Macron démission. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire Macron démission? Parce que avec des partis d'opposition aussi faibles et aussi complices, soyons clairs, de la France insoumise au RN, je vous le démontrais tout à l'heure, ils ont tous fait des accords avec la Macronie. Donc, ils ont tous reçu le baiser du diable, si j'ose dire. Donc,
Enfin, ils ont tous fait un pari avec le diable, c'est plutôt ça l'expression. Est-ce que ces partis-là, qui n'ont pas su dégager Macron depuis 2017, en étant pourtant des fervents opposants, est-ce que ces partis-là, ils vont réussir à faire quelque chose si la propagande Macron se remet en place en 2027 ? Ça, c'est la question qui me fait peur. C'est pour ça que Macron destitution, soyons prudents. Soyons prudents, ça me semble très inquiétant. Et la troisième possibilité, qui est encore plus perverse, mais bon, hein, quand on parle football, on pense à Zidane. Quand on parle perversité, on pense à Macron. Que Macron joue avec les textes. Alors là, on rentre dans des détails un petit peu complexes. Je vais vous lire ce fameux article 16, parce que pour parler des sujets, c'est encore le mieux, c'est de les découvrir, de les lire ensemble. Ce fameux article 16, il est là, je vous lis au moins ces 2 paragraphes. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel dans les moindres délais les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Donc, l'article 16 peut s'activer en cas d'interruption du fonctionnement des pouvoirs publics. Ça, voilà, c'est pour ça que j'aime bien revenir sur les textes aussi, les amis, parce que comme dit, j'ai pas la prétention en fait de les interpréter, je suis pas juriste, je suis rien du tout, donc je suis comme vous. Alors, il y a peut-être des juristes parmi vous, donc vous savez mieux, mais moi je suis pas expert, donc je préfère regarder les textes et essayer d'expliquer avec vous certains trucs, vous donner mon idée et en discuter ensuite tous ensemble. Donc, la situation, on y est. Interruption du fonctionnement des pouvoirs publics, si le budget n'est pas voté, on est en plein dedans. Donc l'activation de l'article 16 semble possible. Comme je vous l'ai dit, l'article 16, et ça c'est important, l'article 16 ne permet pas de modifier la Constitution. Normalement, il n'y a pas de lien. L'activation de l'article 16 ne permet pas de modifier la Constitution française. Par contre, il y a une autre piste. Et là, c'est un peu plus tiré par les cheveux, véritablement. L'article 89 de la Constitution de la Ve République qui évoque la possibilité de révision constitutionnelle. Et là, on rentre dans une configuration où Macron pourrait faire réviser la Constitution et supprimer la limite de 2 mandats ou alors changer le texte. Pour cela, pour activer cet article 89, je cite, il faut une approbation des 2 chambres à la majorité des 3/5 en congrès ou un référendum. Donc là, c'est clairement une possibilité qui est capillotractée. Vraiment, j'y crois pas du tout, mais je préfère la mettre sur la table pour vous donner des éléments et aussi être un petit peu précis, parce que l'article 16, on le voit à toutes les sauces. J'entends partout article 16, Macron dictateur. Déjà, est-ce qu'il a attendu l'article 16 ? Voilà, pas sûr que l'article 16 nous fasse officiellement basculer dans un régime autoritaire. C'est peut-être donner beaucoup de pouvoir à l'article 16. Et soyons précis quand même, c'est pas ça qui donnerait les pleins pouvoirs totaux à Emmanuel Macron. Il y a quand même derrière des choses de validation, et il a tellement placé des soldats partout que je pense qu'il n'a pas besoin de l'article 16. Et je trouve que dans les médias, on en parle beaucoup trop, on essaie de faire peur aux gens une fois de plus, en disant l'article 16, tout ne repose pas sur ça. Donc, on arrive à la conclusion de tout ce que je voulais vous dire, les amis, à l'issue de cette réflexion un peu longue, excusez-moi, mais je pense que la situation le nécessite, puis j'avais vraiment à cœur de prendre du recul. Au fond, tout ce que je vous dis là est assez décorrélé des événements immédiats, parce que je pense que le commentaire pour le commentaire, on est condamné en fait à parler de l'éphémère, à évoquer l'éphémère, et on peut parler de tout ça, parler des événements, alors que ces événements vont changer en direct, et là vous êtes surpris, et on se retrouve un peu une main devant, une main derrière, parce que si on se soumet au rythme des événements sur un temps court, nos analyses s'envolent avec le temps court, s'envolent avec les événements. Donc je pense pas que ce soit une super chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche aux chaînes d'infos en direct, c'est de faire du commentaire en direct. Donc au fond, ça ne tient pas la route. Je vous dis pas que c'est mieux ce que je vous ai dit, je vous donne mon point de vue et ma façon de faire par rapport à ça. Donc, pourquoi je pense que Macron a gagné ? Je pense que Macron a gagné parce que il a dévitalisé la France, il a fait du mal aux Français et il a appris aux Français à fermer leur gueule.
parce qu'il leur a tapé dessus, parce que les gilets jaunes, parce que les violences policières, parce que la Bravem. Et donc les Français, dans leur grande majorité, beaucoup de Français ont intégré le fait que sous Macron, on ferme sa gueule. Que ce soit exprimé ou pas, c'est pas pour rien qu'il y a de telles répressions policières dans certains mouvements, et pas tous. Noterez les différences de traitement quand il y a par exemple des émeutes en banlieue et les gilets jaunes. C'est factuel. Factuellement, il y a des différences de traitement. Donc, Macron aura appris ça aux Français, ce qui est terrible. Il a appris un comportement autoritaire. Il a fait... C'est une forme d'ingénierie sociale, c'est-à-dire on intériorise la violence. On intériorise la violence que vous pouvez subir. On intériorise des réflexes de victime. Vous vous taisez, vous prenez sur vous, vous vous dites que c'est normal, vous essayez de vous rassurer. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Ce qu'on a vécu avec Macron, je rappelle que les Gilets jaunes, ça commence en 2018. On est en 2017. On est en 2025, pardon. Et il est toujours là. Amnesty International avait fait un papier pour dire qu'il y avait une explosion des violences et que c'était pas normal. Normalement, Amnesty International dénonce ce qui se passe dans des pays du tiers-monde. Et nous, en Occident, vous savez, on rigole en disant « ils sont pas éclairés comme nous ». Ça s'est passé chez nous, il est toujours là, Macron. Et on en est à réfléchir de « oui, mais l'article 16 ». Oui, mais en fait, peut-être que le corps nu, on sait pas quoi. Donc, pour moi, Macron a gagné parce que tout ça, c'est devenu normal. Macron a banalisé la normale. Apostrophe anormal. Il a banalisé le grave. Et ça, on ne peut pas l'oublier, quels que soient vos points de vue, quelles que soient vos idées politiques. Et je crois qu'il faut rappeler cet élément-là. C'est ce qu'on appelle en psychologie une forme d'impuissance acquise. C'est-à-dire que Macron, aujourd'hui, pourrait arriver au journal de 20h, chier sur la table. Vous auriez le lendemain des journaux qui pourraient titrer « C'est bien. Il y a une volonté de rupture. Il y a une volonté de casser les codes. C'est un Macron qui assume, qu'on a vu à l'antenne. » Donc, tout ça, je fais des blagues, mais c'est devenu normal. C'est devenu notre quotidien. C'est sérieux, ce que je vous dis. Au fond, c'est sérieux. Vous le savez comme moi. On l'observe tous les jours. Tous les jours. Et le pire, je pense, parce que ce qui permet à Macron d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un dirigeant autoritaire qui n'assume pas, et en tout cas, qui a réussi à mettre cette idée de dirigeant autoritaire dans les cerveaux des gens, sans dire lui-même qu'il l'était. C'est ça, l'impuissance acquise aussi. Le tour de force le plus important de Macron, c'est aussi d'avoir dévitalisé toute forme d'opposition politique. L'opposition politique, normalement, c'est un peu c'est le dernier ressort pour défendre le peuple. On monte au créneau en disant tel pouvoir, c'est pas possible. On va organiser des manifs, on va faire en sorte que ça se termine. Même l'opposition politique, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, je vais pas radoter là-dessus, l'opposition politique a été complètement dévitalisée parce que le baiser opportuniste du diable. Ils se sont fait avoir, ils ont vendu leur âme, comme on dit. Donc, ce que je pense profondément, c'est que le vrai drame de Macron, c'est pas Macron. Comme je vous le disais tout à l'heure, Macron est le résultat de la volonté d'un système qui l'a mis à cette place-là. Ce serait trop facile de dire, une fois qu'il n'y a plus Macron, derrière c'est le paradis. C'est pas vrai. Ça c'est un leurre qui va faire qu'on va encore se faire baiser, excusez-moi les termes, avec l'illusion du changement que le système est en train de mettre en place. Knafo, Glucksmann, Bouamran, jusqu'à Hanouna peut-être. Regardez tous ces candidats bizarres qui sont en train de tester. Teddy Riner, on se fout de la gueule des Ukrainiens, le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Pourquoi on n'aurait pas Teddy Riner? Après tout. C'est bien Zelensky, leur président en Ukraine. Il a joué du piano à queue. Bon, bah nous, on a la première dame. Donc chacun fait son truc. Donc, c'est pas si déconnant tout ça. Le système est en train de placer ses chevaux. Des chevaux curieux, des chevaux cohérents, des chevaux même séduisants. Comme Sarah Knafo. Bien sûr que c'est séduisant. Bien sûr qu'elle est forte, elle parle bien, elle fait le clash, elle est intéressante, elle dit ce que les gens veulent entendre. C'est vrai, mais rappelez-vous que Macron, c'était pareil. Quand Macron il est arrivé, c'était le monde d'après. C'était un jeune dynamique, beau gosse, Mozart de l'Élysée. On y était, c'était le même discours. Donc, le vrai drame de Macron, j'insiste sur ce point, ça n'est pas Macron, c'est le système qu'il a mis en place. Il n'est qu'un pion, au fond, Emmanuel Macron. Il est un pion... qui a réussi à pousser tous les autres partis à faire ce qu'il fallait pour être vivants. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, la compromission, la soumission au pognon, et aujourd'hui ils se battent que pour eux-mêmes. Donc c'est aussi ça, la vraie force de Macron, c'est aussi par exemple la perdition morale.
Macron, là où il a gagné, et je le dis, et je le signe, et je persiste, là où il a gagné, c'est qu'il a normalisé les scandales. De l'origine de son couple jusqu'à quelqu'un comme Rachida Dati, qui encore hier soir était confirmé à son poste de ministre de la Culture, Macron a normalisé ce genre de scandale. Alors après, on va dire, oui, mais sous Chirac, c'était pas mieux, sous Mitterrand, c'était pas mieux. Aujourd'hui, sincèrement, je demande à faire les comptes. Je demande à voir les résultats, quand même. C'est comme en vélo, j'aimerais bien voir la photo d'arrivée, tu sais. Qui a la roue devant? Parce que vraiment, avec Macron, on a pris l'habitude de dire « Ouais, mais avant, c'était pas mieux ». Je crois qu'il y a match. Vraiment, je crois qu'il y a match. Quand vous remontez toute l'histoire, depuis 2017 seulement, je crois qu'il y a match. Donc, c'est là où Macron a gagné. C'est qu'il a gagné à dévitaliser la France, il a gagné à instaurer une forme d'impuissance acquise dans le cerveau de dizaines de millions de Français, il a gagné à dévitaliser les partis d'opposition, et il a gagné en créant une perdition morale dans la politique française. C'est que, oui, avant, il y avait des pourris, c'est vrai. Mais aujourd'hui, cette impression du tous pourri, tu regardes la Macronie, c'est difficile de ne pas l'avoir. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais jusqu'à la création du couple Macron, en vérité, petit parallèle biblique, mais le péché originel, c'est le couple Macron. C'est-à-dire que, on l'a déjà dit 1 million de fois, mais Emmanuel Macron, les médias nous l'ont vendu en disant « c'est normal, il avait 14 ans, elle en avait 39, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est une love story. » Donc, en fait, avant même le jour 1 de Macron président, c'était foiré cette histoire. Et ils nous ont démontré qu'ils allaient être capables de duper le cerveau des gens. Ils nous ont montré qu'ils allaient être capables de le faire. Et ils l'ont fait. Et ça continue. Donc ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a absolument rien de déconnant. Alors, je vois dans le chat, on me dit, hein, c'est du breaking news, apparemment, le cornu rempile, mais pour être cohérent avec ce que je vous dis, alors je sais pas si... c'est vrai ou pas? Quelqu'un me dit ça dans le chat. Est-ce que c'est un vrai truc ou est-ce que c'est une connerie? Apparemment, Macron renommerait, apparemment, Macron renommerait le cornu, mais comme je vous ai dit, de toute façon, on va pas être dans le breaking news et se laisser surprendre par l'annonce, parce que tout ce que je vous dis, en fait, n'a rien à voir avec ce genre d'événement. Au fond, j'essaie d'avoir une grille de lecture plus détachée, donc en fait, que le cornu soit renommé ou que finalement ce soit un pommeau de douche, c'est pareil, c'est pareil. Et on a plusieurs scénarios que j'ai évoqués ce soir qui vont vers 2027, qui vont vers la suite de Macron. Aujourd'hui, il peut mettre n'importe qui comme Premier ministre. Si on commente que ça, on est perdu. Donc essayons de prendre du recul. Donc ce que je vous disais, c'est que Macron, avant même le début, le système nous a montré qu'ils allaient nous imposer une escroquerie. Ils allaient nous imposer un mirage. C'est-à-dire un président, on peut lui reprocher n'importe quoi, il n'y a rien qui accroche. Ils nous disent officiellement que le mec a été détrôné mais étant mineur, ils t'expliquent que c'est du complotisme. Ils nous ont montré qu'ils allaient pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc ça continue. Mais ne nous trompons pas dans le sens où Macron n'est pas le grand décideur de tout ça. Il n'est que le pion. Le pion de personnages que l'on retrouve aujourd'hui aux manettes, de Vincent Bolloré à Mimi Marchand, en passant par Bernard Arnault, Xavier Niel, Attali, Alain Minc, tout ce monde qui est là depuis 30, 40 ans, voire 50 pour certains, tout ce monde qui est dans les coulisses de la politique française depuis des décennies, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Que ça plaise ou non à nos amis de Reconquête, Attali, on le retrouve derrière Knafo à un moment donné de sa vie. Quand on reproche à Macron d'avoir été dans la commission Attali sous Sarkozy en 2008, et qu'encore aujourd'hui on lui en tient rigueur, je ne vois pas pourquoi on n'en tiendrait pas rigueur à Sarah Knafo. Mimi Marchand, on la retrouve jusqu'à derrière Hanouna, avec cette histoire de couverture Paris Match, et Hanouna en couple avec la fille de Brigitte Macron, Tiffaine Ozière. Donc ce sont les mêmes. Bolloré qui appelait à voter Hidalgo il y a moins de 5 ans, parce qu'il était en bisbille pour le contrat Autolib. Aujourd'hui, Bolloré, on le retrouve derrière des médias qui poussent d'autres gens. Donc, ne nous leurrons pas, ne nous leurrons pas. Le système est en train de se dupliquer avec une forme de miroir déformant. Mais c'est la même histoire. Les créatures sont prêtes pour prendre la relève d'autres créatures que les gens auront appris à détester. Mais c'est la même. Glucksmann, Knafo, Ruffin, Hanouna, je vous redonne les noms. Au fond, on a plein de petits En Marche qui sont en train de se créer. Rappelez-vous comment En Marche a ridiculisé le PS. Macron, ministre de l'économie, qui déboule, qui se fout de la gueule de Hollande, qui se fout de la gueule de tout le monde, qui la joue perso de partout, il a ridiculisé la politique de l'époque. C'est ce qu'on nous a dit. Le monde d'après,
La Startup Nation, il parle anglais, il est beau, il a sauté sa grand-mère. Ils nous l'ont dit tout ça. Ils nous l'ont dit. Et c'est passé. Aujourd'hui, on a plein de petits en marche qui sont en train de se mettre en place. Reconquête fait la même chose avec le RN. Même Bardella paraît ringard. Bardella, aujourd'hui, c'est Junio dans Papy fait de la résistance. Il est obligé d'arriver en disant « c'est français, c'est la police française ». Sinon, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Donc, Bardella est ringardisé. Le Parti Socialiste est ringardisé. Tu vois Glucksmann à côté de François Hollande. Alors, je suis pas en train de te dire qui est le pire, mais je te dis juste que ils sont tous ringardisés, tous. Donc, on a plein de petits en marche qui sont en train de se mettre en place. Donc, aujourd'hui, et pour finir là-dessus, je pense sincèrement que le système va faire table rase pour la suite. Les autres créatures sont prêtes, et vous allez voir que petit à petit, on va avoir des médias qui vont se retourner contre Macron. Classique. On va nous dire, on va nous parler de démission, par exemple. On va nous parler de démission, des sujets qui étaient interdits. On va commencer à sortir des affaires. Regardez, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'affaire Brigitte Macron. Alors qu'au fond, cette histoire de plainte aux États-Unis, tout le monde s'en branle. Les médias français ont caché plein de choses jusqu'à présent, et il y avait beaucoup plus important qu'une plainte aux États-Unis. Donc, le vent est en train de tourner, les médias dominants sont en train de tourner, et ils ont déjà, en fait, leur nouveau chouchou. Donc, Macron, ils vont le jeter comme un vilain Kleenex post-masturbation. Ils vont le jeter. Macron, ça va devenir le monde d'avant. Et le système va nous vendre l'illusion de la solution. Ils vont nous dire « Ah, vous avez raison, Macron, c'est nul. Oh, il a fait du mal. » Mais vous avez vu Glucksmann ? Vous avez vu Knafo, parce qu'elle parle bien. Hein. Ah, et puis elle a les robes et tout, et c'est super les robes. Donc, c'est fou de voir à quel point, en fait, ce système médiatico-politique se duplique de la même manière. Il se duplique de la même manière et il arrive à nous enrhumer avec une facilité hors du commun. Macron, quand il est arrivé, c'était le monde d'après. Vous avez vu la gueule du monde d'après aujourd'hui ? Hollande est député. Éric Woerth était censé être ministre. Le Maire était censé être ministre. Et il l'a été il y a encore pas longtemps. Mélenchon est candidat à la France Insoumise. Marine Le Pen est toujours dans les tuyaux. Vous l'avez vu, la gueule du monde d'après ? Gérard Larcher est président du Sénat. Manuel Valls a été ministre de Macron et le sera peut-être encore dans les jours à venir. Vous avez vu la gueule du monde d'après ? Donc, on aura tout le temps les mêmes. Que vous le vouliez ou non, Bolloré qui investit dans les médias, c'est pas une forme de renouvellement du monde médiatique français. C'est un mec qui mise sur des nouveaux chevaux. Nous, on a l'impression de la pluralité médiatique. Eux, ils jouent au Monopoly. Donc, pour moi, tant qu'on ne prend pas ce recul-là, on va continuer à se faire avoir. Je dis bien le recul par rapport à ce qu'on nous propose. Je dis pas le recul par rapport à vos idées. Si vous êtes convaincu de certaines idées, de certaines idéologies, grand bien vous fasse. Et vous avez raison. Mais juste, posons-nous la question de savoir si nos idées sont véritablement en cohérence avec les personnages qu'on nous propose. Et que ces personnages qu'on nous propose, est-ce que leur discours est vraiment crédible ou est-ce que ces gens-là tiennent ce discours parce que c'est dans le sens du vent et qui font partie de ce système qui se duplique. Je suis désolé, quand tu vois un Glucksmann fabriqué par les États-Unis avec ses histoires de Géorgie et compagnie, quand tu vois un Bouamran qui est vraiment un opportuniste à la sauce SOS racisme, qui a des affaires pas possibles au cul, qui a des trucs vraiment pas très nets, quand tu vois une Knafo qui a été fabriquée par ce petit monde, les Minc, les Attali et compagnie, quand on voit ces gens-là, je ne comprends pas comment, à l'heure actuelle, on peut se dire « non mais là c'est la bonne, là ça va le faire ». Je comprends pas comment c'est possible. Quand vous allez chez votre boucher, que 9 fois il vous vend un steak qui est daubé, où vous êtes malade, la 10e fois où vous y retournez, t'achètes pas le steak. Ou alors c'est que t'es un pigeon, en vérité. Donc, ce système qui a fabriqué la Mitterrandie, ce système qui a donné naissance à Chirac et toutes ses affaires, ce système qui a donné naissance à Sarkozy et qui encore aujourd'hui le défend malgré les affaires incroyables, ce système qui a donné naissance à Hollande, mon ennemi c'est la finance, pour se retrouver avec un banquier d'affaires président en 2017, et qui aujourd'hui nous vend Glucksmann, Knafo, Bouamran, Ruffin, Attal comme la solution. À un moment donné, je pense que on s'est fait baiser 9 fois. Si on le fait 10 fois, c'est qu'on le mérite. Il n'y a pas d'autre solution. Et j'insiste sur un point. Ne pensez pas que ce que je vous dis là, c'est pour lutter contre Knafo ou Glucksmann ou ma grand-mère. Ce que je vous dis là, c'est juste d'appeler
à défendre des idées. Et la défense de vos idées, que ce soit droite, extrême gauche, extrême droite, je m'en fous, c'est pas ça du tout le sujet. Mais la défense des idées passe par le fait de savoir identifier des personnes qui en sont dignes. C'est-à-dire que vous voulez lutter contre l'immigration, ok. Vous voulez qu'on ouvre les frontières, ok. Vous voulez lutter contre les grands patrons, ok. Vous voulez favoriser la vie des entreprises, ok. C'est votre droit de défendre ces idées. Vous avez le droit d'avoir toutes les idées que vous voulez. Par contre, est-ce que les gens que le système vous met devant les yeux, est-ce que ces gens-là sont dignes à la fois de votre confiance et à la fois de vos idées? Quand vous avez quelqu'un qui vous dit on va lutter contre l'immigration parce que les Français veulent ça, et que cette personne vous dit ouais mais en fait on va pas sortir de l'Union Européenne parce que c'est trop compliqué, est-ce que cette personne est digne de vos idées, de votre confiance? Quand vous avez quelqu'un qui vous dit on va lutter contre les grands patrons parce que nous on est des marxistes en herbe, et que en fait dès qu'ils ont un peu de responsabilité ils se couchent devant les intérêts du grand patronat, je pense par exemple à François Hollande, est-ce que ces gens-là sont dignes de vos idées? Est-ce que ces gens-là sont dignes de votre confiance? C'est juste ça que je veux vous dire. Et ce système se dupliquera tant que les gens, je pense, une fois de plus modestement, je ne suis pas en train de faire la leçon à la terre entière, mais je pense que ce système pourra se fissurer. Je ne vous dis pas qu'on va gagner la partie, mais ce système pourra se fissurer à partir du moment où les gens comprendront que leurs idées sont dissociables des individus qui les représentent. C'est parce que notre système médiatico-politique nous fait croire que tel personnage est indissociable de telles idées, c'est parce que notre système nous fait croire ça qu'il se perpétue. Parce que le jour où des gens vont dire « Non mais attendez, moi je veux lutter contre le grand capital, Glucksmann, je suis désolé, mais il a été fabriqué par le grand capital. Je garde mes idées, gardez votre créature. Moi je veux lutter contre l'immigration parce que je trouve que ça crée un problème en France, sur notre culture, sur la culture catholique par exemple. CNAFO, déjà pas catholique, on voit le rôle qu'elle a à l'Assemblée, à la Commission, au Parlement européen, pardon. Elle est à la tête d'une sorte d'unité de défense des chrétiens d'Orient. On l'a pas entendu quand il y a eu une église bombardée à Gaza. L'immigration, elle veut lutter, mais elle reste dans l'UE. Elle est pas digne de mes idées. Gardez votre créature. Vous pouvez avoir des idées sans forcément les plaquer sur des individus. Et ça me semble très important. Ça me semble vraiment très important, les amis, parce que tous les macronistes, alors on peut se foutre de leur gueule, les électeurs macronistes, et je finirai là-dessus, de dire ah c'est des boomers, c'est des machins, c'est des bidules, on peut se foutre de leur gueule, mais ce sont des gens qui y ont cru, ce sont des gens qui ont eu de l'espoir, et en vérité, les macronistes d'aujourd'hui, ce sont peut-être les knafistes de demain, les gluckmanistes de demain, les boimranistes de demain, c'est-à-dire, ce sont des gens qui y ont cru, parce que ce système fonctionne aussi à cause de l'espoir, grâce à l'espoir des gens. Si les gens n'avaient vraiment plus d'espoir en la politique, on n'aurait pas, ce système médiatico-politique, n'aurait pas la facilité qu'il a à faire croire que une personne est capable de représenter une idée et de faire oublier les casseroles et les machins. Donc, je pense sincèrement qu'il ne faut pas en vouloir aux électeurs, parce que les électeurs sont le résultat d'une manipulation. Aujourd'hui, ça semble assez indubitable. Les petits candidats n'ont pas voix au chapitre. Quand vous avez des candidats qui sont bombardés en 6 mois sur tous les plateaux TV, ça veut dire quelque chose, qu'on le veuille ou non. Donc, soyons pas dupes de ça. Et surtout, ne nous en voulons pas entre nous. Ne nous prenons pas pour des cons entre nous de dire « Ah, les macronistes, ils se sont fait avoir. Non, on va pas se faire avoir. » Ouais, derrière, tu votes quoi? Tu votes Mélenchon, tu votes CNAFO, tu votes Glucksmann. Si, tu vas te faire avoir, en fait. Donc, si on lutte contre cette logique systémique, on peut espérer derrière, à mon avis, un alignement beaucoup plus concret, plutôt que de croire à chaque fois, tous les 5 ans, de là, ça y est, c'est le monde d'après qui arrive. Bon, le monde d'après, on le voit aujourd'hui, tu as des gouvernements qui durent 16 heures. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les amis. Ça fait 1 heure quasiment qu'on est là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette séquence. J'attends vraiment vos réactions en commentaire. C'est très important pour créer le débat. Dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je lis tous les commentaires pour avoir vos retours là-dessus, sur cette séquence. Et on n'est pas sorti de la quiche. C'est peut-être ça qu'on pourrait se dire. Je sens que tu t'en vas. T'en as assez entendu, j'ai l'impression.